Juste peut-être pour me présenter, je suis comme Jérôme et quelques personnes dans la salle en deuxième année en parcours IPA. Par contre, peut-être à sa différence, donc moi j'avais fait un master en fait dans l'une des deux universités qui proposait à l'époque de pouvoir faire ce type de parcours. Par contre, je ne suis pas inscrit actuellement dans une quelconque association, puisqu'en fait moi je suis venu vers les parcours IPA plutôt avec des raisonnements IPA d'autres pays et pas en France. Donc en fait mes référentiels sur les questions IPA viennent d'ailleurs. Donc aujourd'hui j'essaye de concilier des référentiels IPA internationaux, en tous les cas puisqu'il y en a quelques-uns, puisque moi je suis plutôt vers le Royaume-Uni et la Scandinavie. Donc j'essaye de trouver une application à ce que va être la pratique avancée infirmière en France. Ça va peut-être se sentir en fait dans ma présentation. Vous allez voir que certains référentiels ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, notamment dans l'orientation en fait qu'a pris ce travail d'étude. Donc je vais vous faire un retour sur une étude de faisabilité en fait en phase pilote d'implantation d'un dispositif de coordination de soins somatiques auprès du public bénéficiant de soins psychiatriques ambulatoires. On n'est pas dans le contexte effectivement de l'hospitalisation temps plein où effectivement en tous les cas sur le territoire parisien notre pôle somatique intervient. Donc effectivement il y a des médecins du pôle somatique, donc de spécialité médecine généraliste qui interviennent dans le cadre de l'hospitalisation temps plein, mais il faut savoir qu'effectivement quand même sur une file active du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est 80% des personnes qui sont accompagnées en soins ambulatoires. Alors en fait, la question de l'articulation entre soins psychiatriques et soins somatiques, en tous les cas pour les personnes que nous accompagnons, elle s'est posée de deux façons. Elle pose deux questions en fait. Il y a le dépistage précoce des troubles somatiques chez les personnes présentant un trouble psychique, bien entendu. Ça c'est plutôt en lien avec à la fois quelquefois les habitudes de vie des personnes, mais aussi beaucoup tout simplement les molécules que nous utilisons. Et puis, il y a une autre partie qui est plus là du côté de la santé publique, c'est-à-dire le dépistage précoce dans la population générale des troubles psychiques et du rôle que peut avoir le médecin généraliste dans les soins qui vont être proposés, à la fois dans le dépistage, mais aussi dans l'accompagnement futur des personnes. Alors, je vais essayer d'être très rapide sur ma présentation. Je sais qu'on est en fin de journée, donc vraiment, je vais essayer d'alléger le plus possible. Je vais quand même essayer de vous faire une introduction avec un contexte quand même. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à la question. Je vais essayer de préciser peut-être un peu plus précisément ce qu'on entend par dépistage des troubles somatiques par les médecins généralistes et dépistage précoce par les médecins généralistes et leur intervention dans les suivis psychiatriques que moi personnellement, après c'est quelque chose qu'on peut partager, mais j'associe forcément que le médecin psychiatre travaille avec un médecin généraliste. Je pars de ce constat. Je pars aussi d'un constat qu'un médecin généraliste, c'est aussi un coordinateur de soins et un partenaire de santé pour les personnes que nous accompagnons. Je vais vous présenter bien entendu le cadre de l'étude de faisabilité, comme je vous ai dit, mais peut-être pas pouvoir vous présenter tous les résultats puisque nous n'avons pas encore complètement publié, donc je vais vous donner quelques données brutes, on va faire quelques associations, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout évidemment. Et puis, je vais terminer par des résultats d'observation suite à l'expérimentation, un petit peu les suites qu'on peut donner. Alors, le contexte, pourquoi s'intéresser à la question? Alors, déjà, je vais commencer par le psychome. Vous allez voir que dans l'une des premières pages du psychome, ce qu'on voit apparaître en ce qui concerne soins somatiques et psychiatrie, c'est que des études ont montré que la première cause de mort des personnes vivant avec des troubles psychiques est naturelle. Loin devant les suicides, les accidents et les homicides. J'aimerais aller jusqu'à la deuxième phrase. L'espérance de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques est écourtée de 10 à 20 ans par rapport à la population générale. C'est surtout du fait des maladies cardiovasculaires et des pathologies qui sont liées à l'usage du tabac. Comme je vous le disais, on va faire un petit peu appel surtout à nos références bibliographiques pour vous illustrer effectivement comment justement quelqu'un qui essaye d'être dans un parcours IPA va faire appel à la littérature probante pour essayer de réfléchir et de repenser nos façons d'accompagner les personnes et effectivement comment est-ce qu'on peut se projeter dans des processus de recherche.
Alors le médecin généraliste face à la dépression chronique, c'était une des références évidemment que nous avions par rapport à la question de la population générale, tout simplement parce que au niveau, alors moi je vois plus grand chose sur le, parce que non, je le voyais en plus grand sur mon ordinateur, mais que les médecins généralistes, si après MG, en tous les cas dans le reste de l'étude, sont souvent en première ligne pour les problèmes de santé mentale en France. 2/3 des médecins généralistes de ville sont confrontés chaque semaine à des patients présentant un état dépressif. Il y a aussi quelques données pour la Suisse. J'ai vu qu'il y a... Alors je suis désolé, en fait ça fait beaucoup de liens avec 3 autres interventions et je suis juste désolé que les personnes soient parties puisque c'était Monsieur Jacob hier, Monsieur Scusa ce matin et surtout Madame Muller. Puisque évidemment, on va parler justement de transdisciplinarité et surtout de sortir de l'hôpital psychiatrique pour aller travailler avec nos collègues. Pourquoi et comment soigner plus précocement les troubles psychotiques ? Eh bien, c'est surtout que les recommandations internationales actuelles préconisent de réduire la durée de maladies non traitées en détectant et en intervenant précocement dans les états à risque. Cela permet également surtout de voir que le médecin généraliste est un acteur capital de la détection précoce des troubles psychotiques. La détection des états mentaux à risque de psychose en cabinet de médecine générale peut être réalisée par des moyens simples et standardisés que nous pouvons décrire dans cette étude. Dans cette étude, en fait, il précise à la fin qu'effectivement, il est désormais nécessaire de développer largement de telles mesures en France, ce qui est déjà bien avancé dans d'autres pays. Là, on pourra en venir peut-être tout à l'heure dans les questions d'échange qu'on pourra avoir, notamment sur les questions de soins intégrés. On va voir comment aussi l'histoire en fait, de l'implantation de la psychiatrie, de la sectorisation psychiatrique en France, a malgré tout eu un effet en fait, d'éloigner notamment dans la réinsertion en ville, par exemple, vous avez très peu de CMP qui travaillent avec des centres de santé. Vous allez dans des pays anglo-saxons ou en Scandinavie, par exemple, dans le même bâtiment, vous avez l'ophtalmo, vous avez le dentaire, vous avez la psychiatrie, vous avez le médecin généraliste, vous passez d'un étage et vous avez la psychiatrie qui est juste au-dessus, par exemple, de la cardio, du spécialiste en cardiologie. Ça intervient également, effectivement, dans un contexte légal en France. En ce qui concerne la question du somatique, évidemment, il y a la feuille de route ministérielle. C'est une priorité, c'est la priorité 3. Le suivi somatique des personnes présentant des troubles psychiques par les professionnels de santé de premier recours. C'est évidemment quelque chose qui est assez fondamental en termes de coordination. Et puis c'est surtout que juste avant, quelques semaines avant, au niveau de la feuille de route de santé mentale et psychiatrie, notre ministre actuelle, Madame Buzyn, avait mis en place qu'une personne sur 4 était touchée par des troubles psychiques, mais que surtout la prévention et les interventions précoces sont insuffisantes et les diagnostics trop tardifs. Dans cette feuille de route, il apparaissait 3 occurrences, actions numéro 11, 14 et 15, mieux prendre en charge la santé somatique des personnes. Je vais passer sur la question de la surmortalité dont on avait parlé en introduction, mais c'était surtout pour inciter les personnes vivant avec des troubles psychiques à avoir un médecin traitant, qui a été en fait le cœur de l'intervention dans le dispositif qui a été créé. Dépistage précoce des troubles somatiques par le médecin généraliste. On va simplement garder quelques petites phrases clés, on va essayer de passer assez vite, mais surtout de garder en tête que les patients atteints de schizophrénie ont une espérance de vie de 10 à 25 ans inférieure, c'est ce qui apparaissait dans cette étude, inférieure à celle de la population générale. La première cause naturelle est d'origine cardiovasculaire. C'est vraiment l'un des impacts particuliers, en tous les cas, à être vigilant dans nos accompagnements. C'est 2 à 3 fois plus important qu'en population générale. Ce que je garderai en fait de toute notre somme de littérature, c'est 3 focus qui sont autour donc premièrement des maladies cardiovasculaires, deuxièmement les troubles métaemboliques et troisièmement la question des cancers. Alors c'est vrai qu'au niveau de la littérature, elles sont parfois un peu contradictoires, peu concordantes. Néanmoins, on en a quand même gardé quelques-unes qui nous paraissaient relativement intéressantes. C'était la première étude sur Risk of Malignancy in Patients with Schizophrenia or Bipolar Disorder. En fait, on avait pu mettre en évidence qu'effectivement, on n'arrivait pas à repérer une augmentation du risque de cancer pulmonaire, mais que par contre, pour les personnes qui ont en fait un problème de schizophrénie, qui vivent avec un trouble schizophrénique, il y avait une répercussion sur les cancers du côlon. Et par contre, il y avait une incidence au niveau cancer chez les personnes qui vivaient avec un trouble bipolaire.
On a gardé quand même quelques éléments de littérature par rapport à ça. C'est vrai que pour l'instant, sur la littérature, c'est un peu difficile là, par contre, elles sont parfois un peu contradictoires. Sur celle-ci, également, ce qui nous avait posé un peu question, justement sur les interprétations en lien avec ces occurrences de personnes présentant un cancer, c'est qu'il y a aussi tout simplement la difficulté de pouvoir relayer sur la question des études. Malheureusement, les personnes décèdent plus jeunes, donc c'est peut-être aussi un des biais possibles dans les questions de littérature par rapport à une observation de la population générale. Il faut savoir que si malheureusement les personnes décèdent toujours avec 10 à 20 ans, on sait qu'en France, la population générale a une espérance de vie qui augmente. Elle est légèrement en phase plateau, mais il y a quand même une augmentation, même si elle est peu significative, mais elle augmente, elle ne régresse pas, elle. Dépistage précoce par le médecin généraliste et suivi psychiatrique, quelques références bibliographiques également. Le diagnostic précoce dans la schizophrénie, une mission pour les médecins généralistes. C'est peut-être une question effectivement à se poser. Effectivement, quel parcours en fait ont les personnes qui à un moment donné vont pouvoir bénéficier d'un parcours dans nos unités, dans nos services, d'où elles viennent. Et c'était surtout de dire que du fait de leur place centrale, les médecins généralistes ont un rôle majeur dans ce repérage. Mais le problème, et on va le voir un petit peu plus loin, c'est qu'en France, il y a vraiment un gros problème de communication entre les professionnels de santé, notamment médicaux. C'est très difficile, en tous les cas, qu'un médecin psychiatre puisse travailler de concertation avec un médecin généraliste, et dans l'autre sens, c'est aussi difficile. Vous allez voir un petit peu plus loin, on va pouvoir vous illustrer ça, parce qu'il y a également eu des recherches à ce niveau-là. Ce que j'aime bien dans cet article, Accès aux soins des personnes présentant des troubles mentaux, qui a été écrit par Nadia Younes et Cédric Lemogne. Alors Cédric Lemogne, il est professeur en fait à Paris, mais il n'est pas dans nos institutions GHU, puisqu'on couvre nous des secteurs, mais lui il est à la PHP. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'en fait les études concordaient sur l'accès trop faible en fait aux soins psychiatriques. Entre un quart et la moitié des personnes présentant un trouble mental a reçu une aide dans l'année précédente. État des lieux de la recherche, Action nationale, place de la santé mentale en médecine. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est surtout que, comme je vous le disais tout à l'heure, les médecins généralistes qu'ils mettent en évidence, en tous les cas dans la collaboration avec leurs collègues psychiatres, c'est que 9 médecins sur 10 déclarent rencontrer des difficultés pour orienter un patient vers une prise en charge en santé mentale. Leur problématique se trouve à 2 niveaux. D'ailleurs, ça commence par le manque de place, en fait des délais d'attente très longs. Et également un problème de communication et de liaison qui est reporté dans 71% des personnes qui ont été interviewées. Alors maintenant, je vais rentrer plus précisément dans le cadre du dispositif. Alors déjà, peut-être vous présenter qu'est-ce que c'est Psysome. On va essayer d'aller assez vite. C'est un dispositif effectivement de coordination, liaison. On pourra revenir effectivement peut-être sur ces notions si vous avez des questions. Un parcours de santé en psychiatrie et en somatique associé. Quel est le but ? C'est pallier les problèmes de communication entre les médecins, pallier l'absence de médecins généralistes chez certains patients, puisqu'effectivement, le repérage sur le territoire parisien avait montré qu'à l'époque, 50% des personnes qui étaient accompagnées en soins ambulatoires n'avaient pas de médecin traitant, tout simplement. Ensuite, c'est de pallier l'absence de suivi somatique selon les recommandations de l'HAS. Et ensuite, renforcer la traçabilité des informations. C'est le 3e niveau de notre dispositif, mais qui s'accompagne également de tout un ensemble, et c'est peut-être là qu'il y a l'intervention IPA, c'est-à-dire comment, en fait, dans cet accompagnement, on va pouvoir mobiliser l'environnement, les proches, et même étendre la question de notre accompagnement. Et c'est pour ça qu'on s'est plutôt orienté dans une recherche de type recherche-action, comme quoi on pouvait sortir, en fait, de notre modèle qui est surtout orienté sur les soins, pour aller s'intéresser à des modèles peut-être plus du côté, effectivement, de la question sociale. Puisque vous allez voir, il y a en fait des liens qui sont assez évidents et qu'on va pouvoir vous mettre en évidence. Psysome commence, et effectivement, ça repose sur un partenariat entre un centre médico-psychologique et un centre de santé,
Pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler avec des centres de santé? C'est assez fondamental en fait pour nous, tout simplement parce qu'il y a une offre pluripraticienne et que finalement, si on essaye d'être dans une logique de soins intégrés, c'est assez compliqué en fait pour des personnes que nous accompagnons qui peuvent avoir quand même des problématiques d'apragmatisme aussi ou de difficulté à se mettre, à aller voir plusieurs interlocuteurs qui sont chacun un petit peu dispersés sur le territoire. Le fait de pouvoir se rencontrer et d'avoir un lieu bien repéré pouvait quand même faciliter le fait d'avoir un suivi coordonné. Donc les centres de santé offrent cette possibilité. Et puis c'est parce qu'il y a directement aussi des laboratoires pour pouvoir avoir des bilans. Évidemment, un médecin généraliste, pour pouvoir travailler, il a besoin de pouvoir parfois faire des bilans. Et puis c'est qu'il y a, dans certains, pas tous, des équipes infirmières. Et ça, c'est assez fondamental parce que vous allez voir qu'en fait, la coordination repose actuellement sur notre phase, sur la coordination infirmière, plus que sur du lien entre les médecins. Et c'est là où est l'intérêt, effectivement, d'avoir positionné un IPA. Évidemment, dans ce cadre-là, moi, je n'étais pas encore IPA quand j'ai été missionné sur ce dispositif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un soignant dédié à la coordination, liaison et à l'accompagnement des personnes, puisqu'en fait, je fais à la fois l'interface entre les structures CMP, les structures centres de santé avec les équipes infirmières et évidemment je rencontre les personnes les personnes soignées, hein, tout simplement les usagers des CMP ou des CDS pour pouvoir ensuite articuler leur parcours, déjà puisqu'on va aller vérifier auprès de ces personnes si elles sont d'accord pour y rentrer, puisqu'on fonctionne bien entendu sur la base du volontariat, mais également pour essayer, avec des logiques qui vont plutôt être là des logiques case management, d'accompagnement pour que ce soit, que ça réponde en fait à la fois leurs ressources et qu'elles puissent s'y inscrire. Donc il y a les accompagnements d'équipe, mais aussi des accompagnements physiques. Et vous allez voir que ça, c'est assez fondamental aussi. En fait, c'est ce qui a mis déjà en évidence les premiers résultats. C'est que à la fois, et les usagers, très souvent, en fait, sollicitent qu'il y ait un accompagnement physique du CMP vers le CDS, le centre de santé, pardon, puisque malgré tout, c'est pas juste de traverser la rue. Et on s'aperçoit que de toute façon, depuis quelques années, même lorsqu'un médecin psychiatre disait « vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste », finalement, ça ne se faisait pas, qu'il y avait une nécessité, peut-être, en tous les cas, de pouvoir mettre en place un dispositif d'accompagnement à adapter selon, évidemment, bien entendu, les souhaits des personnes, mais également de pouvoir accompagner les équipes dans des changements de pratique, notamment que ce soit sur les CMP ou dans les centres de santé, notamment sur des questions peut-être tout simplement de déstigmatisation. L'entrée dans l'étude, assez rapidement, en novembre 2017, il y a eu une réponse à un appel à projet de l'ARS Île-de-France. C'est pour ça, c'est un petit peu ça ce que je vais vous présenter au niveau de notre rapport d'étude. On a essayé ensuite, à plusieurs reprises, de le faire entrer dans d'autres cadres d'études. On a déposé un PHRIP en 2019. On a également essayé de répondre à des appels à projets, notamment du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus, malgré, en ce qui concerne le FIO, une note de 43 sur 50. Nous avons été, en tous les cas, dans l'entrée dans l'étude, retenus avec un financement. Le financement servait surtout à la dotation en matériel de lecteurs de cartes vitales. J'espère que vous m'entendez toujours, je ne sais pas si je fonctionne bien avec le micro. C'était aussi pour pouvoir avoir dans les CMP des claviers équipés de lecteurs CPS-CPE. Ils sont assez importants, en fait, ces dispositifs, même s'ils sont un peu technologiques. C'est que tout simplement, nous n'avons pas cette culture d'avoir des lecteurs, par exemple, de cartes vitales dans des CMP. Alors, ça a une incidence quand même particulière, on le verra peut-être un peu plus tard. Mais en ce qui concerne, en tous les cas, la base de données CDR, c'est assez intéressant parce qu'en fait, sur notre établissement, elle est facile d'accès. C'est la base de la sécurité sociale. C'est pas forcément, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a une vraie mobilisation encore des équipes à pouvoir se mobiliser autour de ça parce que je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup utilisé. Moi, j'avoue qu'en fait, je l'utilise quotidiennement. J'en ai besoin tout simplement parce que ça me permet effectivement de savoir où en sont les personnes au niveau de leurs droits en tant que citoyens. Et vous allez voir que dans notre étude, ça a un impact direct. Et puis, c'est surtout que par contre, les CMP, vous pouvez en avoir une utilisation directe. Ça permet d'éditer des attestations de sécurité sociale lorsque vous faites appel à un transport.
2018, c'est l'année proprement dite du déroulement de l'étude. Et puis 2019, c'est la rédaction de notre rapport d'étude. Alors le problème, c'est qu'en fait, en 2018, comme on était sur un petit territoire, et je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi on a choisi un territoire médian du territoire parisien, notamment au niveau des profils de population. Vous n'êtes peut-être pas sans ignorer que Paris n'est pas tellement homogène au niveau de la population. Si vous êtes sur le sud de Paris, vous avez, on va dire, des conditions socioculturelles qui sont peut-être un peu plus favorables que si vous êtes dans le nord. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi un arrondissement médian pour avoir quand même une espèce de pluralité, parce que sinon peut-être on pouvait déjà avoir des biais en ciblant une population qui n'était peut-être pas judicieuse. Mais c'est surtout que finalement, on est arrivé avec 32 personnes. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de l'année 2019, qui était l'année de notre rapport d'études, pour augmenter en fait tout simplement la cohorte de personnes que nous accompagnons, puisque maintenant nous sommes à 60 personnes. Donc c'est un peu plus tangible au niveau des résultats que nous pouvons avoir. Et évidemment, puisque les inclusions continuent, puisque ce n'est pas un dispositif qui est amené à s'arrêter à la fin de l'étude, c'est un dispositif que nous mettons en place pour qu'il soit pérenne. Donc les inclusions vont de toute façon continuer. Les critères d'inclusion que nous avons retenus, là je vais vous parler un petit peu plus méthodologie, mais on va faire très simple. Et il s'agit évidemment de personnes majeures sur la base du volontariat. Pour les CMP, il fallait que ce soit des personnes qui soient sous traitement psychotrope et au moins de bénéficier d'un suivi depuis au moins 6 mois, c'est-à-dire quand tout simplement les personnes soient connues des structures qui orientent. Évidemment, nous sommes attachés à la problématique que ces personnes n'avaient pas de suivi par un médecin généraliste. Un autre critère est finalement apparu, c'était celui qu'il fallait que nous incluions les personnes francophones ou anglophones. C'est vrai qu'en fait, tout simplement sur certains secteurs parisiens, nous avons des personnes qui viennent de l'étranger dans des parcours migratoires, et ça semblait très très compliqué. Une évidence peut-être pour certaines personnes qui travaillent dans des grandes agglomérations, un CMP peut faire appel à des services de traduction, un centre de santé ne pourra jamais le faire. C'est là où on commence à sortir un tout petit peu de notre cadre et qu'on voit effectivement sur des questions un petit peu plus sociales. Méthodologie, donc comme je vous le disais, une méthodologie peut-être de recherche de type qui s'apparente, on va dire de la recherche-action. On a mis en place un entretien semi-dirigé avant l'entrée dans le dispositif, avec des items qui vont un petit peu plus loin que juste la question du suivi somatique, représentation de son rapport, par exemple, de la personne. On voulait vraiment aller au plus près, en fait, des préoccupations des personnes. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un médecin généraliste? Ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Il sert à quoi, ce médecin? Est-ce que déjà, vous arrivez à le différencier de votre médecin psychiatre? Il y avait aussi la question, tout simplement, de la connaissance des droits. Qu'est-ce que c'est que quand on parle de couverture sociale? Aujourd'hui, quand vous vous présentez en fait dans un centre de santé, on vous dit d'abord bonjour, j'espère. Ensuite, on va vous demander votre carte vitale. Et ensuite, on va vous demander est-ce que vous avez une mutuelle? Qu'est-ce que ça représente, la question d'une mutuelle? En tous les cas, sur un centre de santé à Paris, c'est comme ça que ça se passe. Je fais suffisamment d'accompagnement pour... Non, je vous parle du centre de santé. Un dispensaire, si vous voulez. Je ne parle pas du CMP. Oui. Ça peut être, par exemple, les réseaux PASS. Oui. Là, en fait, le but du jeu, en fait, c'était d'être en fait, dans des partenariats déstigmatisants, en fait, pour que les personnes aient accès au même lieu de soins que la population générale. Donc, c'est pour ça qu'on passe par des centres de santé qui sont ouverts à la population générale. Donc là, c'est juste, si vous utilisez aujourd'hui un centre de santé quelconque, évidemment, on va vous demander... Oui. C'est l'une des limites. Hein. On est tout à fait d'accord. On pourra y revenir parce que vous soulevez quelque chose qui pour nous est assez fondamental. C'est vrai que, à nouveau, je vous le dis, c'est un rapport d'étude de faisabilité sur un territoire qui est le territoire parisien. Donc effectivement, des centres de santé, nous en avons un peu plus. Alors on s'est quand même aperçu qu'on pouvait, au travers de notre dispositif, qu'il était quand même assez transposable, mais évidemment avec une donnée fondamentale qui était est-ce qu'il y a un partenaire de type centre de santé? Si évidemment il n'y a pas de partenaire de type centre de santé,
on tombe caduque. Hein. Mais effectivement, dès qu'il y a la possibilité d'avoir à proximité du CMP un centre de santé, le dispositif devient transposable. Et puis évidemment, ça s'inscrivait en fait dans un comité de pilotage. Donc évidemment, hein, puisqu'on était empiriquement en train de mettre en place quelque chose, il a fallu revoir les considérations au fil de l'eau, des aménagements qui ont été nécessaires, notamment entre les demandes des médecins généralistes sur les centres de santé pour avoir des fiches de liaison médicale, et puis évidemment sur le transfert d'informations et les messageries sécurisées. Au départ de CMP, un centre de santé, finalement le CMP du 19e arrondissement, qui lui par contre est peut-être un petit peu différent au niveau de la population, n'a finalement orienté que 2 patients puissent se retirer. Ça a été très intéressant en fait pour nous, puisque le centre de santé partenaire était dans le 10e arrondissement. C'était tout simplement de mettre en évidence la question de la proximité géographique entre les deux. C'est que tout simplement ça ne marchait pas si vous aviez, en tous les cas pour l'accompagnement des personnes, ne serait-ce que d'avoir, on va dire, 10 stations de métro, pour nous Parisiens ça parle un peu plus, ou en tous les cas plus d'une demi-heure de transport. Donc les inclusions ont continué et là aujourd'hui nous sommes à 60 usagers qui ont bénéficié. Alors on va passer maintenant surtout sur les résultats et les observations suite à l'expérimentation. On va être assez rapide pour pouvoir quand même vous donner quelques données chiffrées. Nous sommes donc à 38 patients qui sont rentrés dans le dispositif en 2018, ils sont 22 en 2019. Juste peut-être revenir, il y a eu un petit peu plus d'orientation en fait du centre de santé vers le CMP. Au début, on s'y attendait pas forcément. En fait, on pensait qu'on allait surtout être le CMP qui allait orienter les personnes vers les centres de santé, effectivement, pour des dépistages somatiques chez des personnes qui sont suivies depuis longtemps. Et puis finalement, on s'est aperçu que les centres de santé étaient très très favorables au fait de pouvoir avoir rapidement des avis psychiatriques, notamment parce qu'eux-mêmes avaient des difficultés à recruter des psychiatres. Ça nous a quand même permis de voir la faisabilité en termes de charge de travail pour les infirmiers dans des CMP, hein, puisqu'évidemment on attaquait à des questions qui justement avaient mis en évidence que les personnes avaient très très peu de suivi somatique jusqu'à maintenant. Donc évidemment le fait de mettre en place un dispositif d'accompagnement, on sollicitait en fait nos collègues infirmiers sur les CMP. Donc on a fait en sorte de pouvoir déjà leur dégager du temps et des missions bien repérées en tant que référent un petit peu somatique. Et puis c'était surtout de limiter à un patient par semaine. Certes, ça peut faire peu, mais finalement, au bout d'une année, c'est 30 personnes qui peuvent être accompagnées. Bon, avec les congés, on arrivait à un petit peu moins. Mais surtout de pouvoir faire un accompagnement constant. Et vous allez voir que ça a débouché sur plusieurs outils et plusieurs choses assez intéressantes. Quelques chiffres, donc quelques données un petit peu brutes qui nous ont quand même interpellés. Il y avait d'abord 3 modes d'entrée en fait dans ce type de dispositif. On parlait de régularisation. Ça, c'était assez intéressant parce que tout simplement, c'était des personnes qui étaient à la fois suivies sur un CMP et sur un centre de santé, mais les deux structures n'en avaient pas connaissance. Déjà, une des évidences qu'effectivement, il y avait des difficultés à se parler. Il y avait quelques occurrences de changement de médecin traitant qui concernaient en fait tout simplement des personnes qui avaient un suivi régulier mais qui sont entrées dans le dispositif tout simplement parce que leur praticien partait à la retraite ou tout simplement parce qu'elles-mêmes avaient déménagé et donc ne pouvaient plus avoir leur ancien praticien. Mais par contre, vous repérez que en ce qui concerne les personnes que nous avons pu accueillir dans le dispositif, à près de 70%, il y avait une absence toute simple de médecin traitant. Juste une répartition par âge. Vous allez voir que finalement, on couvre un petit peu tout le monde. Ça, ce sont les données de l'année 2018. Les chiffres pour 2019, alors effectivement, 2019, c'est que tout simplement, je n'ai toujours pas pu les traiter. On est au début du mois de janvier. J'ai juste fini en 2019, donc en fait, je traite les choses au fur et à mesure, puisque je suis seul sur le dispositif. Par contre, on a un âge moyen élagué à 49 ans. Ce qui est assez intéressant quand même, parce que ça représente aussi un petit peu le profil des personnes sur des questions peut-être un petit peu plus sociales, qui sont par exemple aujourd'hui, alors nous c'est peut-être à nouveau, je me tourne vers madame, des questions qui sont purement parisiennes, ça je ne sais pas, mais aujourd'hui si vous voulez pouvoir prendre un rendez-vous sur un centre de santé sur Paris, ça passe par Internet. Tout simplement, les personnes que nous accompagnons sont des personnes qui sont, en l'occurrence, en tous les cas, dans ce dispositif sans suivi, particulièrement des personnes très vulnérables, mais très vulnérables à plusieurs niveaux. Hein. Et en l'occurrence, on a montré une concordance avec l'accès au numérique, puisque vous voyez que là, on atteint 90% de personnes qui n'ont pas accès à Internet.
Oui, là, en fait, je vais juste dérouler quelques chiffres, donc vous allez voir qu'on va être dans les temps. En ce qui concerne l'accès au téléphone portable, ce qui a été intéressant, c'est qu'un peu plus de la moitié n'avait pas de téléphone portable, mais c'est surtout que ça n'influait pas en fait sur les occurrences au niveau du ratio Internet. Tout simplement parce que ces personnes en fait utilisaient plutôt des téléphones avec des cartes et non pas avec des forfaits. Juste savoir que ça a une répercussion quand même assez immédiate en termes social. En fait, bénéficier de l'accès au téléphone par carte, finalement, ça coûte plus cher que d'avoir un forfait. Et puis, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, la connaissance de leur couverture sociale. Finalement, on s'est aperçu que les personnes qu'on accompagnait, seulement 13,2% en fait, des personnes avaient une connaissance de leur couverture sociale. En fait, la plupart du temps, c'est à nouveau, là je ne traite que les données des personnes que nous avons accueillies dans le dispositif, qui sont des personnes particulièrement en difficulté, et donc en fait qui laissent ces questions de gestion en fait, de leurs droits à des tiers, mais c'est surtout que ça a une incidence assez particulière. En tous les cas, moi, ça m'a interrogé en termes de citoyenneté. Alors, jusqu'à ce que ça nous oriente. C'est là où ça nous oriente un petit peu en termes de conclusion, en tous les cas pour nous, dans ce dispositif, c'est des résultats qui peuvent quand même déboucher sur de nouvelles questions. Déjà, effectivement, qui questionnent quelle place en tant que citoyen les personnes ont en fait dans les parcours aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont longuement accompagnées. Les personnes que moi je vois dans le dispositif, la plupart du temps, elles ont de longs parcours en psychiatrie. Et puis c'est surtout que finalement, quand on raisonne aujourd'hui en termes d'innovation, j'entends beaucoup parler de technologie. Moi, je pose la question parfois, comment est-ce que vous pouvez parler d'innovation technologique quand, en tous les cas, mon étude met en place que les personnes tout simplement n'y ont pas accès? Évidemment, on a mis en évidence l'importance de l'accompagnement physique au rendez-vous chez le médecin généraliste. Ça a été reporté à deux niveaux, à la fois par les personnes qui souhaitaient être accompagnées et par les médecins généralistes qui souhaitaient que les personnes qui viennent sur le centre de santé soient accompagnées par une équipe soignante. Et puis, évidemment, on a mis en évidence l'importance de la proximité des lieux géographiques entre les deux structures. Alors, les limites de Psyssom, c'est qu'effectivement, puisque nous ne sommes pas dans des lieux uniques, il y a une absence de dossier patient unique, ce qui est un peu parfois difficile pour la communication. L'absence d'usage d'une messagerie sécurisée commune sur le territoire de la phase test. Je ne sais pas ce qu'il en est sur d'autres territoires, mais sur celui de la phase test, on n'a pas pu mettre en évidence l'utilisation de messagerie sécurisée. Un temps nécessaire en termes d'accompagnement, ça c'est une vraie question politique. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accompagner en termes avec on va dire les difficultés auxquelles se trouve confronté l'hôpital aujourd'hui, la fracture et le handicap numérique, et des communications, c'est-à-dire tout simplement, est-ce qu'il y a une volonté de changer les habitudes? Mais ce qu'on a pu mettre quand même en évidence, c'est que c'était un dispositif faisable, la preuve, il a plus de 2 ans. Il est efficace. Alors, comment est-ce qu'on a pu mesurer qu'il est efficace? C'était que tout simplement, sur le niveau 1, est-ce que les patients, les personnes accompagnées ou les usagers, je ne sais pas comment vous souhaitez les appeler, ont un médecin traitant? Oui. En fait, toutes les personnes qui ont bénéficié du dispositif maintenant ont un médecin traitant. Et puis, c'est surtout qu'on a réussi à mettre en place toute une organisation de travail en collaboration entre les infirmiers des CMP et les infirmiers des centres de santé pour assurer un suivi qui suit les recommandations de l'HAS. Alors, c'est vrai qu'on est quand même, comme je vous l'ai dit, dans des philosophies un peu case management. On essaye de surtout tabler sur des ressources. On s'est dit que certaines recos sont à 6 mois. Nous, on essaye quand même d'être un peu plus large, mais au moins, on essaye de ne pas dépasser 1 année sans check-up. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, pourvu qu'il y ait un centre ou une maison de santé, le dispositif est assez facilement transposable, même dans des zones d'agglomération de taille moyenne. Et parfois en zone rurale, je vais en zone rurale et j'ai la chance, en fait, sur le futur lieu où je vais aller, il y a un centre de santé. Voilà, donc à nouveau, juste quelques petits parallèles. On va aller très très vite. C'est pas moi qui parle des difficultés de communication entre les professionnels, notamment entre les médecins. Je vous revois vers, peut-être dans la région, vous connaissez les AFO, donc je pense que peut-être ça peut vous parler. En tous les cas, ils ont montré dans leur étude qu'il y avait des difficultés de communication entre les professionnels de santé mentale et santé physique. Donc ça vient pas de moi. Et puis j'aimerais juste peut-être, en guise de conclusion, vous interpeller sur la notion, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par soins intégrés. En tous les cas, la littérature à l'étranger met en évidence la nécessité
effectivement d'avoir dans les mêmes lieux la possibilité de bénéficier de soins psychiatriques et de soins somatiques, ou en tous les cas, j'aime beaucoup cette étude allemande, de mettre en place des dispositifs, si jamais ça n'a pas été possible, architecturellement parlant, sur votre territoire. Voilà, je vous remercie énormément de votre attention. Oui, moi je pose la question parce qu'il y a plusieurs études qui sont parues à peu près en même temps. Celle qui dit qu'il y a un différentiel de 15 ans avec les patients souffrant de troubles psychiques par rapport à la population générale, et celle qui dit qu'il y a une différence de 15 ans d'espérance de vie avec les gens qui gagnent moins d'argent qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ma question c'est, est-ce que la surmortalité des schizophrènes, elle est due au fait qu'ils sont schizophrènes, ou est-ce qu'elle est due au fait qu'ils sont pauvres? C'est la première question, parce que je ne nie pas les problèmes cardiaques, etc. Mais on ne peut pas ne pas faire le lien entre la pauvreté. L'âge, c'est autour de 900 euros. Oui. C'est pour les points. Deuxième point. Oui. J'ai du mal à laisser dire que les CMP auraient laissé tomber les patients. Pour mémoire, se souvenir que autour de 1918, on a créé des dispensaires. Il y a eu de tels dégâts pendant la guerre 14-18 qu'il y a des dispensaires qui sont créés où existait tout le dispositif que vous avez cité. Il y avait médecins, gynécologues, tout ça. Et ils ont été fermés progressivement à partir des années 90. Et les liens entre les premiers dispensaires, c'était les CMP, on appelait ça des dispensaires d'hygiène mentale. Et il y avait un lien naturel entre les deux types de dispensaires, puisque la psychiatrie s'est appuyée sur ces dispensaires pour créer l'accompagnement, et qui ont été progressivement fermés les uns après les autres. Et c'est difficile que tous ces trucs-là aient été détruits les uns après les autres pour, après coup, dire « Ah ben merde alors, il manque des trucs, on va créer ce que les anciens faisaient avant ». Peut-être qu'il aurait fallu réfléchir avant de les fermer les uns après les autres. C'est peut-être une question à poser, mais peut-être à d'autres personnes que moi. Non, c'est simplement que ça fait partie du paysage et que l'analyse de la littérature, il faut qu'elle prenne en compte aussi l'histoire des choses. Autrement, on fait le rapport Vonner-Fiat. Alors, on est bien d'accord que là, j'essaye de vous présenter une partie de notre revue de littérature. Je ne peux pas vous présenter nos 140 références. Ça serait un petit peu compliqué. D'ailleurs, qui sont des références qui vont plutôt d'ailleurs du côté de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, qui sont en plus, moi, des référentiels qui me parlent d'ailleurs un petit peu plus. À la base, je viens, moi, des soins psychiatriques. Je ne viens pas des soins somatiques. Alors, je peux tout à fait entendre ce que vous me dites. Je ne parlais pas du tout moi, je suis pas du tout dans une logique d'incriminer qui que ce soit. C'est pas, pas ça. Ni qui a fait, n'a pas fait, ou etc. Là, je m'appuie juste effectivement sur des données de la littérature. Aujourd'hui, voilà, il y a un constat qu'effectivement, et tout à l'heure on en partageait avec monsieur. Effectivement, la question des soins somatiques, elle devient une question assez prioritaire aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle a un impact tout simplement sur les conditions de vie, la qualité de vie. Après, je vous rejoins tout à fait. Ou parce qu'ils sont schizophrènes. Mais c'est pour ça que vous ne m'avez pas laissé finir. Je suis tout à fait d'accord avec vous que départager, mais c'est très compliqué de départager la question. L'un des angles, tout simplement, c'était de dire qu'on a pu mettre en évidence que les molécules que nous utilisons ont des effets iatrogènes. Donc là, par contre, on sait que ça a des répercussions sur la fonction cardiaque. Après, à quel niveau ça va intervenir, ça je ne peux pas vous dire. C'est aussi personne dépendant, je pense que. Mais en tous les cas, on a pu mettre en évidence que les médicaments même que nous utilisons ont un effet sur la santé des personnes, et qu'il faut qu'on puisse le prendre en compte. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je reviens là sur le problème des prises en charge dans les CMP trop longs. D'autre part, là, vous avez dit, les centres de santé cherchent des psychiatres et pourquoi on ne mettrait pas des généralistes avec les psychiatres dans les CMP? Et d'autre part, il faut savoir, jusqu'à ce jour, depuis presque 50 ans, je suis suivi. Donc, il faut aussi un suivi régulier des personnes. Bien souvent, bien sûr, les gens qui peuvent peut-être s'arrêter d'être suivis, mais
en étant sérieux dans la médecine, il faut parfois bien suivre, et ça prend du temps et tout. Et c'est important pour tous, hein, pour le soigner, le soignant, hein, pour avoir de bons résultats. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait de trouver une alternative pour que médecins psychiatres et médecins généralistes puissent travailler ensemble. Pourquoi pas des médecins généralistes sur des CMP? Là, c'est pas moi qui peux décider à ce niveau-là, hein. Là, ce que je relève, c'est que par exemple, il y a une expérience, mais elle est seulement traduite en termes d'expérience, c'est-à-dire que à Marseille, en fait, le centre hospitalier Édouard Toulouse a fait une expérimentation d'un CMP qui travaille de concert avec un centre de santé, mais ça a l'air d'être une innovation. En tous les cas, moi, sur le territoire parisien, je peux juste dire qu'aucun des CMP en tous les cas, le GHU en couvre 22, ne sont avec des centres de santé dans la même structure. C'est pas le modèle qu'on peut retrouver, par exemple, en Finlande ou en Suède ou aux Pays-Bas. Donc moi, je suis dans le PTSM du Rhône, et ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la région parisienne, nous avons demandé dans le groupe de travail numéro 3 que les médecins généralistes travaillent en collaboration avec les psychiatres pour les maladies somatiques. Nous espérons faire passer ça dans la feuille de route dans notre groupe, parce que c'est important. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne se font pas suivre par un médecin généraliste à Lyon et dans le département du Rhône. C'est dommage, c'est dramatique. Donc il faut absolument... il y a des dispositifs qui se mettent en place à l'hôpital du Vinatier. Il y a le dispositif Corézo. À l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, il y a aussi des médecins généralistes qui soignent les personnes. Mais à la sortie de l'hôpital, il faut absolument que les personnes qui sont en ambulatoire se fassent suivre par un généraliste. Il ne faut pas qu'ils laissent tomber, qu'ils baissent les bras. Il faut leur dire, ou alors il faut qu'ils aient les moyens d'avoir accès à Internet, parce que beaucoup de personnes ont des petites ressources et n'ont pas les moyens d'avoir Internet chez eux. Ou alors ils ont un téléphone portable et qui ne fait pas Internet. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup de votre témoignage. Effectivement, je ne peux qu'aller dans votre sens. Je vous remercie tous pour vos réactions.